Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est exprimé ce mardi à la conférence minière internationale Indaba qui se tient à Cape Town en Afrique du Sud. L'avancement des économies congolaises et sud-africaines portées par l'exploitation minière au menu des échanges. Un séisme et une réplique ont frappé lundi 6 février le sud de la Turquie et la Syrie voisine, faisant plus de 3800 morts dans les deux pays et de très importants dégâts selon le bilan en constante évolution. La commission de la Linafoot a affirmé son incapacité de poursuivre les championnats nationaux de division 1 et 2 suite à l'indisponibilité d'infrastructures sportives et aux grosses difficultés financières. En culture, le 11 février 1983 disparaissait une icône de l'univers culturel congolais, Joseph Athanase Kabasele Chamala, alias Grand Calais, considéré comme le père de la musique congolaise moderne, va être célébré ce samedi 11 février 2023 au cours d'une soirée de gala. Nouvelle édition sur Télé 50. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. Vous le savez, African Indaba Mining, le plus grand forum mondial des mines, a ouvert ses portes hier en Afrique du Sud. Cette nouvelle édition a pour thème stabiliser et sécuriser. Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, est sur place. Et justement, pour en parler, nous allons rejoindre à Cape Town notre confrère Jean-Paul Kimouni, à qui je dis bonjour. Dites-nous quel est l'essentiel du discours du chef de l'État et comment ça se passe en cette deuxième journée des assises. Oui, Amina Bayombo, bonjour et bonjour à nos téléspectateurs. Vous savez qu'on ne peut pas parler des mines à travers le monde sans la participation de la République démocratique du Congo. Cela, bien entendu, à cause de sa réserve de cobalt estimée à 70%, sa réserve mondiale. Alors, la RDC est bel et bien représentée ici en Afrique du Sud, plus précisément à Cape Town, où se déroule le plus grand forum des mines, le plus grand forum international des mines dénommé Indaba, édition 2023. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, comme annoncé, a fait son déplacement jusqu'ici et il a été reçu par son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Félix Tshisekedi a à cette occasion prononcé un discours important, un discours que l'on peut qualifier de tonitruant, un discours qui est revenu sur les affaires, les mines, et l'entrepreneuriat aussi, mais l'investissement pour attirer plus d'investisseurs dans notre pays. Je vous propose en ce moment de suivre un petit extrait du discours prononcé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. La République démocratique du Congo est connue pour son potentiel minier, représentant 1100 différentes substances minérales. Il est triste de constater que cette abondante dotation naturelle n'a toujours pas profité au pays, encore moins à l'Afrique, comme c'est le cas présentement dans la partie est du pays, en l'occurrence la province de l'Ituri et celle du Nord Kivu, avec le mouvement armé, le M23, qui n'est autre qu'un déguisement d'un voisin belliqueux, le Rwanda, obnubilé par nos richesses, mais malheureusement maladroit dans sa méthode pour y accéder, préférant la guerre plutôt qu'un cadre paisible d'échanges fructueux, gagnant-gagnant. Il faut dire aussi, Amina, que le président de la République n'est pas venu seul. Il est à la tête d'une grande délégation en provenance de la République démocratique du Congo, ici en Afrique du Sud, à Indaba Mining, édition 2023. Dans la suite du chef de l'État, il y a notamment la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambayi, plusieurs autorités au niveau provincial et sans oublier une présence remarquable du directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé dans notre pays, Michael Katem Kachal, qui est venu justement amener un message important, c'est-à-dire faire valoir la loi sur la sous-traitance, évidemment en attirant plus d'investisseurs dans plusieurs secteurs de notre pays. Merci beaucoup Jean-Paul Kimouni pour ces explications. On vous retrouve ce soir pour la suite.
bien avant, le président de la République a été au Congo-Brazzaville où il a été accueilli par Denis Sassou Nguesso à Oyo. Une rencontre bilatérale avec au menu les questions de paix et de sécurité toujours pour les deux pays. Tombés d'accord à la suite du sommet de Bujumbura, les deux chefs d'État ont tenu des discussions approfondies sur les relations bilatérales. Après l'incident malheureux résultant d'un malentendu causé par l'inobservance des règles du protocole, les élus provinciaux ont été enfin reçus par le Premier ministre à Kinshasa. Ils fustigent le comportement des ministres des Finances et du Budget dans le traitement de leurs arriérés de salaire. Le chef du gouvernement a promis par ailleurs une suite favorable à leur situation. Regardez. Après l'incident du lundi 6 février 2023 vers midi dans les installations de la primature, suscité par un accrochage entre les groupes des députés provinciaux et le service de sécurité de la primature, le directeur de cabinet du Premier ministre Paul Gaspard Ngondankoy a réuni ses élus de province pour échanger avec eux sur les revendications portant sur les paiements des arriérés de leurs émoluments. À en croire les députés provinciales, Socrate Kangulumba, élu du Kwango et porte-parole du collectif des députés provinciaux, le Premier ministre avait instruit à son DIRCAD de prendre langue avec le ministre de Finances et celui du Budget pour débloquer cette situation. Lors de la 72e réunion du Conseil des ministres, les chefs de l'État avaient instruit aux deux ministres sectoriels de pouvoir apurer les arriérés et régulariser la paie des honorables députés provinciaux. Mais malheureusement, cette orientation, tout comme l'instruction du chef de l'État, a toujours été traitée avec une très grande négligence. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes décidés de venir solliciter de nouveau l'implication du Premier ministre. Cependant, par rapport à l'altercation avec les policiers commis à la sécurité du chef du gouvernement, tout en regrettant cet incident, les porte-paroles a justifié leur attitude d'efforcer les accès du bâtiment du Premier ministre par l'urgence de leur dossier. Dans son échange avec les députés provinciaux, le DIRCAB du Premier ministre a déploré les incidents de ce jour. Ces 41 députés provinciaux identifiés proviennent de 11 provinces, à savoir Bazouélé, Olomami, Kasai, Kwango, Kwilu, Lomami, Maniema, Mongala, Norubangi, Sankuru Chopo et Chouapa. À Goma, au moins 2 morts et quelques blessés lors des manifestations de la population contre la force régionale et contre l'agression de la RDC par le Rwanda. Le gouvernement qui condamne les violences lors de ces manifestations appelle à la prudence face à l'infiltration. On écoute à ce sujet le gouverneur militaire du Nord Kivu qui appelle plutôt au calme. Le rapport de service spécialisé en ma possession fait état de plusieurs dérapages et débordements sur le terrain, dont les actes de pillage et des barricades des avenues. En effet, il s'agit de l'œuvre des gens mal intentionnés qui infiltrent notre paisible population pour s'attaquer aux propriétés privées, aux biens publics et aux partenaires du gouvernement congolais. Vous conviendrez avec moi que la province du Nord Kivu traverse actuellement des moments difficiles du fait de l'agression injuste nous imposée par le M23 RDF et que se livrer à des actes de pillage et de débordement ne fera que sombrer davantage notre province dans une situation d'asphyxie économique, ce qui va beaucoup plus profiter à l'ennemi qu'à notre population. Vu la situation sécuritaire de l'heure, les barricades des routes risquent d'empêcher nos services de défense et de sécurité de bien sécuriser notre ville de Goma. Au regard de ce qui précède et partageant les mêmes soucis que ma population, je lance un appel patriotique au calme et à la retenue. De même, il est important de laisser libre circulation aux agences humanitaires et les ONG qui s'emploient à apporter l'assistance à nos compatriotes déplacés dans des camps. Enfin, je rassure à toutes et à tous que vos revendications ont été belles et bien entendues. Nous ne négocions pas et nous ne comptons pas négocier avec les terroristes du M23, position réitérée par le gouvernement de la République lors du briefing de presse animé par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. C'est-à-dire qu'il faut éviter d'ambiguïté dans les termes. Et si le vice-premier ministre Lutundula a fait la communication qu'il a faite après le communiqué de l'EAC, c'est parce que les idées ne doivent pas être confuses. Nous ne négocierons pas et nous ne comptons pas négocier avec les M23. Cela doit être bien clair.
les conditions des négociations, des discussions avec les M23 ou de la reprise de la coopération avec les Rwandais ont été définies par les communiqués de Luanda. Première chose, cesser le feu, retrait, cantonnement des armements à partir du Mont Sabinyo. Ensuite, nous discutons. Tant que vous n'avez pas vu de cessez-les-feux respectés, tant que vous n'avez pas vu de retrait, vous ne verrez jamais une discussion entre le gouvernement congolais et les M23. Cela doit être bien clair. Mais ceci dit, il y a des dialogues qui se font à un autre niveau parce que la question est une question qui est prise en charge par la région, notamment la communauté de l'Afrique de l'Est. Et donc, il faut considérer que la réunion qui s'est tenue, c'est dans les cadres de ces contacts, mais que nous, le plan qui est le nôtre, c'est le plan de Luanda, et c'est sur ça que nous tenons. À Beni, un bon nombre de miliciens Maïmaï Kiandenga a accepté de quitter la brousse. Ces jeunes viennent de prendre la décision de suivre le processus PDD-RCS et être réintégrés au sein de la communauté. Les mineurs, eux, seront réinscrits dans des écoles appropriées et les adultes seront plutôt accompagnés dans la vie active. Correspondance d'Anthony Mwalushaï, porte-parole des FRDC dans le secteur. Ben, écoutez, c'est vrai. Ce qui est vrai, c'est que l'armée est en train de mener plusieurs opérations, au-delà des coopérations classiques sur terrain, c'est la guerre, mais aussi des sensibilisations. Donc, on est en train de sensibiliser via notre service des CMO et CECAS qui sensibilisent vraiment les Maïmaï à rejoindre les programmes des désarmement et réinsertion. Donc, il y a d'autres groupes qui ont accepté de se rendre, de mettre à côté les armes et de suivre les programmes de désarmement et réinsertion qui va bientôt commencer pour leur cantonnement et les rejoindre dans la vie civile où ils vont commencer à faire d'autres travaux. Vous êtes sans ignorer qu'il y a parmi les rendus, il y a certains qui ont des litiges avec des villageois, avec des populations. Ça peut causer aussi un problème de règlement de comptes. Normalement, on a déjà un programme de les récupérer par nos véhicules pour les envoyer directement dans des sites avant d'activer les programmes de désarmement et réinsertion qui va bientôt commencer dans notre zone de Beni d'ici là. Vous êtes sans ignorer que nous faisons face au massacre dit aux terroristes ADF-MTM dans cette région et parfois il y a des groupes armés qui appuient ces mouvements terroristes et il y a un travail qui s'est fait sur le terrain, il y a nos sensibilisateurs qui essayent de faire comprendre aux groupes armés qu'il est temps de se réconcilier avec son armée et pour faire la paix. La paix, c'est focalisé sur un seul ennemi qui est connu, qui est ADF-MTM. Dossier Matata Pogno. Le club des juristes constitutionnalistes de la RDC a saisi le chef de l'État Félix Tshisekedi via une correspondance ouverte où il dénonce le deuxième arrêt de la Cour constitutionnelle dans l'affaire Bukanga-Lonzo, fustigeant notamment l'instrumentalisation de la justice par la politique et demandant l'implication du chef de l'État pour que prenne fin ce feuilleton judiciaire. Après la conférence débat organisée par le club des jeunes constitutionnalistes congolais du 3 février 2023, qui a connu la participation remarquable d'éminents professeurs constitutionnalistes près les grandes universités de la République démocratique du Congo. Le professeur Gabriel Banzamalela Makuta a tenu à adresser une lettre ouverte au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur le contenu de ces assises qui a porté sur l'examen de la valeur et des effets juridiques de la controverse occasionnée par les deux arrêts de la Cour constitutionnelle, lesquels mettent en cause le ministère public contre le premier ministre honoraire, sénateur Matata Pogno. Pour le professeur Banzamalela, cette situation crée une très dangereuse confusion. Elle paralyse à la fois la fiabilité et la stabilité, ainsi que la solidité de la justice de la République démocratique du Congo par rapport non seulement à l'enseignement dispensé à l'université dans les cadres du cours de droit constitutionnel congolais, mais aussi à la pratique tant au barreau qu'au prétoire, et surtout à la sécurité judiciaire que la dite justice est appelée à rendre aux justiciables. Au nom des clubs
des jeunes constitutionnalistes, le professeur Mbazama Lela et tous les éminents professeurs ont estimé le deuxième arrêt de la Cour constitutionnelle, celui du 18 novembre 2022, revêt un grand avantage. Celui-ci est à inscrire exclusivement dans la logique de l'étendue de la doctrine juridique et ce, à la différence du droit positif. Son caractère positif ou objectif sera absolument subordonné à son entrée en droit positif congolais, laquelle sera sanctionnée par une loi à la matière. À ce jour, il y a encore un vide juridique qui alimente divers débats, parmi lesquels ceux qui ont fait l'objet des assises susvisées. Les effets de tous ces débats participeront incontestablement au progrès du droit judiciaire en République démocratique du Congo. Pour le professeur Mbazama Lela Makuda, la matière sous examen étant encore une nouvelle, sur les chemins de l'administration de la justice, les erreurs professionnelles sont inévitables. Elles ne sont donc pas imputables a priori à la mauvaise foi ni volonté de leur auteur. Elles président cependant à la perfection du dit droit judiciaire congolais. Pareil espoir ne serait possible que si et seulement si le souci de rencontrer Votre Excellence sur les chemins de l'objectif de l'émergence de la justice devenait un impérieux devoir pour tous, persuadés des qualités à la fois de magistrats suprêmes et des garants des bons fonctionnements des institutions. Le professeur Mbazama Lela attend une attention pour la plausibilité de la justice par rapport tant à l'enseignement du droit constitutionnel congolais qu'à la pratique aussi bien au barreau qu'au prétoire du droit positif congolais. Lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Les intermédiaires communautaires ont suivi durant 3 jours à Kinshasa une session de formation dans le but de sensibiliser toutes les couches de la population et prévenir de ce fléau qui constitue un grand danger pour des générations. C'est une session de formation qui vient boucler la série des 4 sessions programmées par l'organisation internationale AIPAS qui tenait à se doter de 100 intermédiaires formés et 15 espaces communautaires afin d'assurer la dissémination du contenu du chatbot, contenu relatif aux violences sexuelles et violences basées sur le genre, incluant les violences par les partenaires intimes et la coercition reproductive, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre du projet GCC Stars, financé par Grand Challenge Canada. Aujourd'hui, disons pendant 3 jours, nous avons eu à intervenir sur la thématique des évidences de la santé sexuelle et reproductive et des avortements dans le monde, puis en Afrique et enfin en RDC. C'est dans le cadre de la formation sur les nouveaux ajouts des applications Chatbots et Esperian. Ces intermédiaires sont constitués des agents communautaires de santé, des prestateurs, des membres des familles, les jeunes, dans le but notamment d'améliorer leur engagement, connaissances et attitudes sur les questions de la santé sexuelle et reproductive, y compris la question de l'avortement. Nous devons informer la communauté qu'il y a des stratégies mises en place par AIPAS pour apporter la solution concernant les avortements sécurisés ou médicalisés. Nous devons sensibiliser nos bases et la communauté, surtout les victimes, qui sont les bénéficiaires de cette matière, pour qu'ils puissent eux-mêmes abandonner les mauvaises pratiques et les anciennes méthodes des avortements clandestins, ce qui cause beaucoup de conséquences, beaucoup de morts. Notons que chacune des 4 sessions a connu la participation des 25 intermédiaires. 300 fictifs ont été décelés au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST dès l'entame du contrôle d'audit interne des listings de la paie de la prime d'encadrement des agents de l'administration centrale sur instruction du ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Grillés, ces fictifs ont boycotté le contrôle physique et ont manifesté ce lundi 6 février devant le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou, signalant que ce contrôle physique initié par le patron de l'EPST a pour objectif de déceler justement tous les fictifs et laisser la prime aux véritables agents bénéficiaires. Ils ont été envoyés au centre militaire de Kitona pour être formés et soutenir les FRDC qui combattent les forces négatives, principalement dans l'est du pays, mais seulement. Voilà que plusieurs nouvelles recrues s'adonnent à des mauvaises pratiques depuis leur arrivée dans ce centre, ce qui a conduit à des sanctions disciplinaires. Habiba Massoudi. Nous sommes
à la base militaire de Kitona au Congo central. C'est ici que plusieurs jeunes ont été rassemblés pour une formation militaire. Ces jeunes ont répondu à l'appel lancé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour prêter main forte au FARDC. Mais depuis plusieurs jours, des rumeurs sur le mauvaise pratique qui s'opère dans le centre militaire de Kitona se font de plus en plus entendre. Sur la première ligne, l'on retrouve en grande partie les jeunes filles qui se montrent très légères. À cause de ces pratiques, elles se sont auto-exclues de la formation, car l'arme, c'est la discipline. Sept personnels militaires féminins recrutés au centre d'instruction de Kitona sont renvoyés de la formation militaire ce lundi 6 février 2023 à 10h15 suite à leur mauvais comportement, à savoir grossesse, ivresse publique, consommation de drogue, indiscipline et divagation, pour ne citer que cela. Dans le souci de préserver les autres, le commandement du centre d'instruction de Kitona, en accord avec le commandement de la base militaire de Kitona, ont jugé bon de les retourner dans leur milieu d'origine pour servir d'exemple. Car, dit-on, la pitié ne fait pas la force d'une... Très strict, le commandant du centre d'inscription de Kitona, en accord avec le commandement, a jugé bon de mettre fin à leur rêve de servir le pays sous le drapeau. Un séisme de magnitude 7,8 et une réplique de 7,5 ont frappé lundi 6 février le sud de la Turquie et la Syrie voisine, vous le savez, faisant plus de 3800 morts dans les deux pays et de très importants dégâts selon le bilan en constante évolution. Les appels à l'aide humanitaire se poursuivent pendant ce temps. Regardez. Un deuil national de 7 jours a été décrété par le président turc Erdogan. Selon des bilans qui ne cessent de s'alourdir, au moins 2920 personnes ont été tuées en Turquie et près de 16 000 blessés dans le séisme et sa réplique. Les deux secousses ont touché 7 provinces du pays, d'après les premières données de l'Agence gouvernementale de gestion des catastrophes, qui dénombre plus de 4748 immeubles effondrés. Au total, 7840 personnes ont été retirées des décombres selon les autorités turques. En Syrie, au moins 1440 personnes ont perdu la vie et 3400 autres blessés. Dans les zones rebelles, le bilan est monté à 700 morts, selon les secouristes qui font également état de plus de 2000 blessés. Pour l'instant, la ville la plus touchée semble être la ville de Hatay. Il y a énormément de destruction des bâtiments, spécialement sur la nouvelle partie de la ville. Les bilans évoluent en permanence compte tenu du nombre d'immeubles effondrés dans les villes touchées, notamment en Turquie. En Syrie, malgré la violente tempête accompagnée de fortes pluies qui frappent, les opérations de secours se poursuivent depuis l'aube dans les zones touchées par le séisme. Le président syrien Bachar al-Assad a présidé lundi une réunion d'urgence du gouvernement et a décrété la mobilisation de tous les moyens de l'État, y compris les forces armées, pour prêter main forte aux secouristes. Le secours se concentre dans les provinces d'Alep, au nord, Tartous et Latakia sur la côte méditerranéenne et Hama au centre. Les travaux de fuite des décombres, plus particulièrement dans la ville d'Alep, se poursuivent d'arrache-pied. Les zones les plus touchées sont les régions d'Idleb et Alep, dont une partie est sous contrôle rebelle, ce qui complique encore les rassemblements d'informations sur l'étendue des dégâts. Et malgré les décombres, le joueur ghanéen du club turc de Hatayspor a été sorti en vie mais blessé ce mardi matin au lendemain du violent séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie. Une bonne nouvelle parmi les mauvaises qui s'accumulent. Et en sport, la poursuite du championnat national de football reste hypothétique faute de moyens financiers. Au cours d'une réunion tenue au siège de la Ligue nationale de football, la commission de gestion a expliqué aux dirigeants des clubs les difficultés qu'elle rencontre, l'empêchant de relancer la 28e édition. Les années se suivent et se ressemblent pour le football congolais qui peine à retrouver son niveau d'antan. Il faudrait simplement retenir que la Linafoot, au regard de ces 2 points, n'est pas en mesure de continuer à organiser ce championnat. Depuis 2020, le championnat d'élite congolais a perdu la saveur et s'est tu à petit feu par manque de moyens financiers et infrastructures pouvant accueillir les différentes rencontres.
Alors que les pays venaient d'écoper des lignes au championnat d'Afrique des Nations, le passionné du sport roi restait du moins optimiste pour le changement des choses au niveau du championnat national afin de permettre aux 4 ambassadeurs congolais de bien se défendre aux interclubs de la CAF. Hélas, l'espoir se volatilise. Le soubassement par rapport à cette difficulté n'est autre que la difficulté sur le moyen financier. Il y a également un problème de terrain. La Linafoot n'a pas de terrain pour organiser bonnement ces championnats cette saison. Et la Linafoot nous a appelé pour nous annoncer cette contrainte et voir si nous pourrions avoir une solution, c'est-à-dire chercher aussi à aller vers des autorités pour la question de finances. Mais au-delà de la question des finances, il y a une difficulté de terrain de football. Et néanmoins, nous avions dit à la Linafoot, le plus vite possible, les clubs vont répondre ou réagir à cette information ou cette communication. Au grand mot, les grands remèdes, dit-on, il est temps que la Fédération congolaise de football association réfléchisse sur une formule qui pourra tirer le football congolais du gouffre. Culture à présent, le 11 février 1983 disparaissait une icône de l'univers culturel en RDC, Joseph Athanas Kabasele Tchamala alias Grand Calais, considéré comme le père de la musique congolaise moderne, va être célébré ce samedi 11 février 2023 au cours d'une soirée de gala sous le haut patronage du chef de l'État Félix Tshisekedi en collaboration avec la famille biologique. L'UNPC, ville de Kinshasa, par son président, invite la presse à accompagner l'événement. Bob Ambongo revient sur les grandes lignes de la vie et la carrière de l'artiste. Il est l'une des voix d'or de l'arène musicale de la RDC. Il lui revient la paternité de la musique congolaise moderne. Son talent et son intuition ont fait de lui une référence immortelle. Joseph Athanas Kabasele Tchamala, mieux connu sous le nom de Grand Calais ou Calais Jeff, fut un artiste, chanteur, compositeur, impresario et chef de groupe, l'African Jazz. Sa vie n'a été que musique depuis sa tendre enfance. Les décibels artistiques distillés par les chorales paroissiales lui permirent de se former. À 19 ans, le jeune Joseph Kabasele, natif de Matadi dans l'actuelle province du Congo central, fait valoir ses premiers élans de chanteur lors des animations en public, des fêtes de quartier et veillées mortuaires. Finalement, il en devient accro et s'engage totalement dans la chanson. Convaincu de ses prouesses en chanteresse, il va intégrer dans le groupe de tendance congolaise OTC et sort ses premières œuvres comme Chéri Lobaga, Parafifi, qui mettent déjà Léopoldville de l'époque sous son joug. Il est aussi révolutionnaire. Dans la musique, Grand Calais mûrit les sonorités par l'introduction des instruments, à savoir les tumbas, les trompettes et autres électroniques. Il électrifie ainsi la rumba congolaise, écarte la rumba piquée et le mazurka, ainsi que d'autres danses à la mode et se tourne pour la rumba et la samba. Mais Grand Calais s'intéresse aussi à la politique de son pays, le Congo belge. Artiste engagé, lumumbiste, il participe à la table ronde de Bruxelles en 1960, laquelle donna lieu à l'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale. Il crée Indépendance Tcha-Tcha, un des plus grands succès de la musique africaine, qui deviendra au fil des ans l'hymne des indépendances en Afrique noire. Artiste parmi les plus populaires d'Afrique, Grand Calais a été d'un apport considérable pour le rayonnement de la musique en propulsant les meilleurs orchestres et artistes dans les meilleurs studios de Bruxelles. L'on cite dans ce cas Pascal Taboulay Rochero. De retour de son exil à Paris, où il eut à créer l'orchestre African Team, aux côtés de talentueux musiciens tels que Manu Dibango, Jean-Serge Essou, Calais regagne finalement le Zaïre après 1001 péripéties. Il va décéder à l'âge de 53 ans à Kinshasa. Place au rappel des principaux titres.
Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est exprimé ce mardi à la conférence minière internationale Indaba qui se tient à Cape Town en Afrique du Sud. L'avancement des économies congolaises et sud-africaines portées par l'exploitation minière au menu des échanges. Un séisme et une replique ont frappé lundi 6 février le sud de la Turquie et la Syrie voisine, faisant plus de 3800 morts dans les deux pays et de très importants dégâts selon des bilans en constante évolution. La commission de la Linafoot a affirmé son incapacité de poursuivre le championnat national de division 1 et 2 suite à l'indisponibilité d'infrastructures sportives et aux grosses difficultés financières. Le 11 février 1983 disparaissait une icône de l'univers culturel congolais, Joseph Athanas Kabasele Chamala alias Grand Calais, considéré comme le père de la musique congolaise moderne, va être célébré ce samedi 11 février 2023 au cours d'une soirée de gala. La revue de presse est dans un instant sur votre chaîne. Restez avec nous. Héritier Tamboa signe la sélection des journaux de ce mardi qui est déjà de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue Héritier. Merci Amina. Alors qu'est-ce que les journaux parus ce mardi 7 février nous renseignent? Voilà, il y a par exemple Agence congolaise de presse qui titre à sa une les gouvernements condamnent toute revendication par des actes de violence. Et Amina, c'est une déclaration faite hier à Kinshasa par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, au cours du briefing hebdomadaire sur les questions d'actualité. Eh bien, les frustrations et la colère sont légitimes, mais la revendication dans la violence n'est pas acceptable. À cette enseigne que le porte-parole du gouvernement rassure que toutes les dispositions sont prises pour que la situation revienne au calme. Par ailleurs, Forum des As pointe, Mouyaya condamne les actes de violence contre la force régionale. Selon ces médias, le porte-parole du gouvernement exhorte la population à ne pas tomber dans les jeux de l'ennemi. La situation est déjà difficile à Goma. La stratégie, c'est d'étouffer cette ville et s'il y a des attitudes comme celle observée hier, cela ne pourra que favoriser les jeux de l'ennemi. Dans les activités de ce genre, une infiltration n'est pas loin. Il faut cependant éviter que les infiltrés rwandais, qui sont un peu partout, ne puissent pas profiter d'une telle situation. Séisme en Turquie et en Syrie, la communauté internationale se mobilise. Oui, dans cette communauté internationale, on voit par exemple l'Union européenne qui a activé son mécanisme de protection civile et des équipes issues des 10 États membres qui sont déjà sur place. La Grèce, de son côté, a promis de mettre à disposition toutes ses forces pour aider la Turquie. Ce pays qui entretient de relations orageuses avec son voisin et rival régional avait déjà annoncé l'envoi d'une vingtaine de pompiers et d'aide humanitaire. Amina, RFI note que pour faciliter le travail des équipes de secours et coordonner l'aide internationale, une charte a été activée, la charte internationale espace et catastrophes naturelles lancée en 2001, qui, je rappelle, regroupe 17 agences spatiales et organismes de plusieurs pays qui s'organisent justement pour mettre à disposition leurs données satellitaires aux secouristes. Et dans l'avant-midi de ce mardi, France 24, quant à elle, mentionnait que le bilan de séisme en Turquie et Syrie dépasse 5000 morts. Et bien d'après le média, c'est le nombre total de morts dans ces deux pays, selon nos confrères justement. Le Centre européen d'éveil sismologique rapporte que ces séismes continuent et a encore frappé ce mardi matin le centre de la Turquie. Par ailleurs, la police turque a annoncé avoir arrêté 4 personnes après de messages provocateurs pour poster sur les réseaux sociaux à propos du séisme de la veille d'une magnitude de 7,8 qui a frappé le sud-est de la Turquie. Merci beaucoup, Héritier, pour cette revue de presse. Je vous en prie, Amina. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre attention sur Télé 50. L'actualité reste en continu.
l'actualité reste incontinue.